Double jeu spécial intello avec le plus intello des rigolos, Pierre Desproges, les deux blaquettes les plus chouettes de la planète, Sultan Peppa, la parodie Gaga de Nirvana, Verdiankovic, unique, plus le caméraman Laurent Baffy et son Baffy Show, la maquilleuse Chantal Latsou évadée du théâtre du musée Grévin, le super expert François Rollin alias Professeur Rollin et le DJ Philippe Corti, le meilleur du pays, plus Michel Polac, Jean d'Ormesson et André Berkoff. Voici Double jeu spécial intello. Je suis réalisateur et je fais un clip annonçant la Fureur de Lire, un grand événement organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Voici le logo, l'affiche. Tout le monde est concerné, les jeunes bien sûr et les moins jeunes. Ça se fait dans toutes les régions de France et déjà en Europe. Et les idées, c'est bien connu, ça tombe du livre. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Folies Bergères pour Double jeu. Nous pensons que sur une chaîne de service public, dans une émission intitulée Spécial Intello, et a fortiori en pleine fureur de lire, il est bon de rompre pour une fois avec la trivialité de la télévision et d'écouter de la poésie, celle de François Rollin. Soupir incertain qui fend la nuit de glace, soupir funèbre, soupir de braise, remous. Volcan jauni où s'essouffle ton nom murmuré, ô cavalier des ténèbres. Le casse-couille, le Rollin. Vénus ardente et ardent Périclès, brise enflammée d'un soleil disparu. Torpeur livide de ce rêve évanescent que ton cœur accomplit, que transperce ce trait où mourut la colombe. Oh, le boulet, le boulet. L'oiseau t'appelle Marie. La prise de tête, l'autre. Et ce... Bon, stop, c'est pas la peine. C'est pas la peine si vous croyez que j'ai Quoi, pas c'est vu pas la peine? Baffier qui ricane depuis le début. Ça, c'est lamentable. Pour une fois que la télévision fait une petite place à la poésie, il faut qu'il y ait un analphabète qui pouffe comme un blaireau. François. Excusez-moi, Thierry, je vais vous dire une chose, mais je ne sais pas où vous allez chercher vos collaborateurs, mais ce Baffier, c'est un Jean Foutre. Il mélange tout, il respecte rien. Ce garçon-là n'a pas sa place sur une chaîne publique. Ah ben vous vouliez de la poésie. Eh ben en voilà de la poésie. En voilà. Puis maintenant vous demanderez à Baffier qui vous lise du Mallarmé pour du type. Oh là là là. Pour une fois qu'on essayait de faire une soirée poésie, Laurent, c'est gagné. Michel Polac, André Berkoff et Jean d'Ormesson pour le spécial intello. Oh, monsieur Polac, oh, ça me fait bien plaisir. Pour une fois qu'on peut vous voir quelque part. Ben, c'est vrai, ça, Michel Polac, c'est un pur, c'est vrai, c'est un exemple pour la jeunesse, hein. Tiens, il est tellement exemplaire qu'il s'est fâché avec tout le monde, il s'est fait virer de partout, voilà. Alors finalement, c'est un exemple, mais on peut le montrer nulle part. C'est pas bien pour un exemple, hein. Bon, je vais peut-être me taire, sinon il va encore se barrer. Bon. Chantal Latsou. Alors on va commencer par un mini débat, donc en forme d'interview parallèle. Je vais vous poser à tous les trois, à tour de rôle, la même question, en commençant par vous, Jean d'Ormesson. Qu'est-ce qu'un intello? En tout cas, c'est pas un type qui est plus intelligent que les autres. Je crois que ce qui trompe dans le mot intellectuel, c'est qu'on a l'impression que c'est eux qui sont intelligents. Alors ça, c'est la première erreur à éviter. Je pense que l'intellectuel n'est pas plus intelligent qu'un garagiste, qu'un banquier ou qu'un balayeur des rues. Jean d'Or, c'est le prénom? Hein? Il demande si il dit Jean... Il dit Jean d'Or, c'est le prénom. Jean d'Or, c'est le prénom, oui.
Vous savez, il y avait mieux, là. Il y avait mieux parce que je crois que c'était dans le Canard enchaîné qui m'appelait d'Endormesson. Bien sûr. C'était mieux. Voilà, t'as mis 100 balles dans le bastringue, maintenant t'es content, Bafi. Si on veut parler sérieusement, je pense qu'un intellectuel est quelqu'un qui met... Ce qui distingue l'intellectuel, c'est pas l'intelligence, c'est la recherche de la vérité. Et je crois que l'intellectuel met, en principe, la vérité au-dessus de ses intérêts. Alors, on a déjà paumé 2 points avec ça. Voilà. Ah bah oui, bah alors il faut peut-être pas interroger les intellectuels. André. Un con assis va moins loin qu'un intellectuel qui marche. Audiard. Michel. Ben, en général, c'est quelqu'un qui est bourré de diplômes, agrégé de philo, docteur en sciences sociologiques, professeur, etc. Et en général, les diplômes, ça prouve qu'on a un certain savoir, ça prouve pas du tout qu'on a une intelligence. Il est pas con, Pollack. Hein. Ouais. Jean, vous vous considérez comme un intello, vous? Pas vraiment. Pas vraiment. Vous savez, c'est pas ce qu'on se considère soi-même, c'est ce que considèrent les autres qui est important. André? Oui, moi, je sais pas. Moi, je considère pas qu'un intellectuel est un type sérieux ou parler de diplôme. Un intellectuel, c'est bien. Je veux dire, il n'y a pas à mettre des catégories. Ah, celui-là, c'est la caïque, ou celui-là, c'est pas un intellectuel. On s'en fout. Si le mec boulonne... Non, mais toi, si toi. Moi, oui. T'es un intello. J'accepte Et vous la définition. Ah non, pour les intellectuels, je suis un rigolo, et pour les rigolos, je suis un intellectuel. Maintenant, Jean, est-ce que vous considérez Berkoff et Pollack comme des intellos, vous? D'accord, on a compris. Passez au suivant. Enfin, alors, je veux dire, comme ça, faudra voir ce qu'ils disent. Hein. Bon, alors toi, est-ce que tu considères Jean d'Ormesson et Michel Pollack comme des intellos? Moi, je crois que... Non, mais je crois que si tu veux... toute personne qui travaille dans les idées, pour moi, c'est un intellectuel. Bon, voilà. Michel, vous les considérez comme des intellos tous les deux, là? Oh, Jean d'Ormesson, non, c'est plutôt un romancier poète, quoi. Tandis que, oui, Berkoff, il fait plus dans l'intello. Ouais. Et je le revendique. Jean, Ouais, parce que t'es beau. qu'avez-vous dit d'important récemment? Moi Eh ben, on n'est pas couché. des choses. D'abord, j'ai dit des choses privées qui étaient très importantes. Mais Simone, j'ai envie de toi. je ne répéterai certainement pas ici. Qu'avez-vous dit quelle position importante avez-vous prise récemment? Attendez, vous allez dans le même chemin. Aucune, voyons, aucune. Bien sûr, aucune. Qu'est-ce qui prend Alors, il a voulu défendre Dubrovnik. Hein, moi, Oui, c'est ce que j'allais dire, mais bon. André, Oui, qu'est-ce que tu as dit d'important récemment? Moi, Ouais. passe-moi le sel. Non. Ouais. Tout territoire sur lequel tu poses les pieds est un territoire libéré. Défends-le. Putain, c'est balèze. Voilà. Ben moi, chaque fois que je le peux, je dis que je suis scandalisé par la non-intervention en Yougoslavie et qu'il y a des camps de concentration, il y a des populations massacrées et que nous sommes comme à l'époque de la guerre d'Espagne, nous sommes des spectateurs et nous refusons de donner des armes aux gens qui se font massacrer et qui nous demandent simplement qu'on les aide. Pas avec de l'aspirine, avec des tanks et des avions, pour pas les laisser massacrer. Moi, pour moi, c'est ça qui est important. Si je suis un peu un intello, c'est quand je peux glisser des petites phrases comme ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, attends, moi j'ai l'impression, hein, Thierry, si on continue comme ça, moi j'ai l'impression qu'ils vont dire que les intellectuels sont des gens chiants. C'est pas vrai du tout. Les intellectuels ne sont pas des gens Mais non, on chiants. va pas continuer comme ça, on va passer à la dernière question. Quand êtes-vous con, vous? Tout le temps, ça. Vous savez, il faudrait reprendre dans l'histoire tout ce qui a été dit. Regardez, un type comme Thiers. Hein. Bon, Thiers est un type qui passe pour un grand écrivain, un grand historien, un grand homme politique. Vous savez qu'il avait écrit sur les chemins de fer des choses inouïes. Il avait dit qu'on ne pourrait pas prendre les chemins de fer parce qu'on en sortirait avec des maladies abominables, que la traversée des tunnels provoquerait des traumatismes effrayants, que le chemin de fer n'avait absolument aucun avenir. Voilà, ben voilà un exemple. Mais vous? Oui, moi, vous savez, je dis des choses très modestes. Mais qu'est-ce que... Colonna me dit que t'arrêtes de brancher le vieux parce que c'est trop chiant, on perd trop de points. Non, mais il va me répondre, Laurent. Je te dis qu'il va me répondre. Je te dis ce que Colonna me dit dans Mais le je te dis qu'il va finir par me répondre.
C'est ton émission. Mais par exemple, Jean d'Ormesson, pour la première de droit de réponse, Oui. a dit que c'était une véritable catastrophe nationale, qu'on n'avait pas vu ça depuis la Oui, c'est vrai. 40. Ouais. Et bon, bah, l'avenir l'a un peu détrompé. Oui. Oui, est-ce que faut... On s'arrête là-dessus, vous prenez ça Berkoff. Non, je me suis trompé sur les choses beaucoup plus graves. Je me suis Par exemple. trompé. Oh, ben, Arrête. J'étais persuadé que Khomeini tomberait très très vite en Iran. Voilà, par exemple. Que Khomeini, ça allait durer 1 an maximum. Ouais, c'est pas de la connerie, ça. Bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Oh ben, son journal, moi je citais toujours l'exemple. Quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, le Figaro a écrit « Les Arabes n'arriveront pas à faire fonctionner le canal de Suez ». Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient trompés dans le Figaro. Oui, je ne sais pas si c'est le Figaro qui a dit ça. On a, Ah, si. on a beaucoup dit C'est ça. découpé. On a énormément Vous dit n'étiez ça. pas directeur à l'époque. Non, il n'est... Le meilleur titre, c'était celui du canard. Nous avons fait suer le Burnous. Maintenant, c'est le Burnous qui nous fait Suez. Ah, c'est bien. Ça, c'était bien. Quand es-tu con, toi Toujours. Toujours, j'aime ça. J'aime. Toujours, je c'est trouve que exagéré, on a même des lueurs quelquefois. Aucune lueur, parce que je trouve que la Quelle connerie humilité. est la forme moderne de la liberté. T'es con, t'es à l'abri. Tu peux dire ce que tu veux. Personne t'emmerde. C'est très important. Donc je revendique, non en fait, mais libre canton de bêtises. Et puis n'oublie jamais, je m'excuse de faire encore une citation, mais celle-là est très belle, c'est de Jules Renard. Il dit « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Par exemple, vous voyez, Je les m'en intellectuels, contente. c'est dangereux, parce que cette citation n'est pas de Jules Renard, mais de Courteline. Ah, Non, Jules Renard. Ah, il y a Belle qui est marquée. Je Ça va être question pour un gros con, cette émission. Combien on gagne Plus de Courteline. Eh oui. on va arriver. Combien on gagne Courteline. Quand êtes-vous con, Je Michel parle. Quand je vois une jolie femme, je deviens très con. Voilà, une bonne réponse. Absence. Cheval cabré qui bondit vers l'oubli. Cheval cabré que le vent cabre et cabre encore. Horizon blafard. Perle bleue dans l'azur de ton sein. Soupir incertain qui fend la nuit de glace. Soupir funèbre. Soupir bref. Michel Pollack, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes rare à la télé. Oui, je suis tricard à la télé. Ah ouais Oui. Ben, ça fait plaisir de vous voir à votre place le samedi soir à 22h30, enfin un peu plus tard quand même. Vous faites quoi en ce moment-là? Vous savez, les jeunes derrière, ils sont trop jeunes, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, le rapport avec 22h30. Ils Pourquoi connaissent pas l'émission, ils n'étaient pas nés. mais si. Ils n'étaient pas nés. Vous le connaissez, Pollack? Vous vous en souvenez de Pollack? C'est un cinéaste. Ouais. Mais c'est vrai? Bah oui. Sydney. Ouais. Il a fait La chute d'un corps, qui est un très beau film. Hein. Il fait 8 films. 8 films, enfin La chute d'un corps, c'est le Ouais. plus connu. Oui. Hein Bon. Michel, alors comme on s'est pas vu depuis longtemps, on va faire une petite Ouais. interview de check-up, vous m'en voudrez pas? Ouais. Vous êtes prêts à tout dans cette émission? Bah oui, Comme les oui, gens je- étaient prêts à tout dans la vôtre, d'ailleurs, faut bien le Ouais. dire. Hein Comme je ne l'ai pas vue, la vôtre, parce que Ouais. je regarde plus la télé. Ah bah, vous êtes tricard à ce point-là, vous n'avez plus le droit d'y être et plus le droit de la regarder non plus? Ensuite, j'ai le droit de la regarder, mais j'avoue que je m'en désintéresse de plus en plus. Bon, alors, interview de check-up, c'est un peu pénible, mais enfin, j'espère que vous y survivrez. Ouais. Votre nom, c'est Pollack, Oui. prénom, Michel, oui, toujours. Et puis Et Bernard. Bernard. Ouais. Vous avez des surnoms? Non. Popol. Popo, il y en a qui m'appellent Popo. tu vois, Ouais, dans oui. l'intimité, elle vous appelle comment? Mon poussin? Non. Mon poussinet? Non, je supporte pas quand on me donne des surnoms de ce genre, je m'en vais dans Ah ce bon, cas-là. ah bah dis donc, faut Oui. faire gaffe, il s'en va vite, lui. Je change. Votre date de naissance? Oh là là, 10-4-30. Oh là là, Ouais. Et le complémentaire? Ah oui. Oui, mon vieux, la retraite. ça vous fait, bah oui, hein? Ah oui, c'est Hein depuis 2 ans la retraite. Lieu de naissance? Paris. Paris, 16e, hein? 16e. Hein oui. Ah bah. Ah ouais, bah. Signe, oui. signe J'en ai beaucoup souffert, Ouais. beaucoup souffert. Signe astrologique. Bélier. Ouais. Vous y croyez à ça, non? Ben, finalement, un petit peu. Ah. Oui, oui. Principale maladie. Alors là, il y en a un paquet. Hein. Ah non, alors moi, ça, j'étais tout le temps malade. Ouais, je sais. Mon Soit médecin- viré, soit malade. Voilà, soit Hein viré, soit malade. Ouais, ouais. Mon Alors- médecin m'a dit, au lieu d'aller chez le psychanalyste, vous faites Ouais. une bonne petite maladie. Alors, On il y a- appelle ça somatisé. Vous avez fait votre test? Quel test? Du sida. Ah, du sida? Oui, je l'ai fait. Oui. Ça va? Oui, je suis négatif. C'est Vous ça qu'on dit entendez les quand il n'y a filles? rien. Bon. Bon. Hein Les dents, ça va? Les dents, ah bah, on commence à m'en mettre des fausses, mais ça se voit pas trop. Ah non, au contraire. Non, Ouais, non, ouais, c'est ouais. très bien fait. Ah oui, il y en hein. a 2 ou 3 Ouais. déjà, oui. Vous avez les cheveux gras ou secs? Je crois sec plutôt, Ouais. oui. Les yeux, comment ça va?
Les yeux, à part un peu d'allergie, ça va, puis j'ai des lunettes quand Vous même. êtes myope, presbyte, astigmate? Je suis presbyte. Presbyte, Oui, très bien. Baffy ta gueule. Profession des parents? Hélas, mon père était, comment on appelait ça, un directeur commercial. Un importateur de bananes. Ah, il a été importateur? Non, il n'a pas été importateur. Il est allé faire de la banane en Afrique. Alors, j'ai une photo de lui avec son casque colonial. Essayez pas de nous raconter des histoires. Non, non, il n'a pas été importateur. Vous avez une enfance pauvre ou riche? Jusqu'en 39, une enfance riche, et après 39, une enfance pauvre. Ça s'est mal passé. Là. Ça s'est très mal passé. Vous êtes autodidacte ou diplômé? Ah non, j'ai que mon bac. Autodidacte. Ah, tout à fait. Vous avez des problèmes d'adolescence? Rébellion contre les parents? Ah oui, parce que je n'ai pas tellement voulu continuer mes études et je suis parti sur la route. C'était avant les beatniks, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé dans des fermes, j'ai travaillé dans des usines, j'ai fait la pêche. Vous buvez? Alors, plus je vieillis, plus je trouve qu'un bon vin, c'est quelque chose de formidable. Mais le whisky, tout ça, le champagne, non. Combien de cuites par semaine? Ah, je ne me cuite pas. Ah bon? Non. Vous fumez? Je ne fume plus. La pipe, une pipe le soir. Oui, célèbre pipe. Ah bon? Vous avez déjà pris du hashish? Du hashish, j'ai goûté ça en 68, oui. Ouais. Et depuis, non? Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Et après, j'ai trouvé qu'un Beaujolais, c'était bien plus agréable. Et ça me fait beaucoup plus d'effet. Vous avez essayé autre chose? Cocaïne, héroïne? Non. Vraiment, j'ai horreur de tout ce qui abîme le cerveau. Les LSD, toutes ces choses-là, je trouve terrible. Si j'ai un outil, c'est mon cerveau. Alors, l'abîmer avec des drogues, non. Ou les bouquins de Dormesson, c'est l'horreur. Mais tu t'arrêtes avec Dormesson, toi. Vous avez eu 2 épouses. J'ai eu 2 épouses, oui. La première était une Iranienne. Racontez-nous cette histoire. Oh vous non, aviez... c'est trop vieux, ça. Pourquoi? Ça vous remonte fait à du ma mal d'en jeunesse. parler? Non, mais c'était ma jeunesse. Mais justement, vous aviez 29 ans, elle en avait 19. Oui, mais il est très heureux. Non, oui, c'est ça. Non, il se c'est très souvient beau. mieux que moi. Non, mais c'est très beau. Vous avez pris le transsibérien pour la retrouver. Pas le transsibérien, le transiranien. Enfin, Oui. je suis allé en train jusqu'à traverser toute l'Europe en train, et puis ensuite tout le Caucase et tout ça, pour la retrouver. Oui, 15 jours de train. Elle était d'une grande famille. C'était la dynastie qui était là avant les Pahlavis. C'est ça. C'est tout des Kadjars. C'était elle était de la famille des Kadjars. Et vous avez été obligé de vous convertir à l'islam chiite pour pouvoir l'épouser. Oh, obligé, c'est un grand mot. C'est-à-dire que je suis pas allé pour me marier, je suis allé pour vivre une histoire d'amour. Mais dans ces pays-là, c'est difficile de vivre sans être marié. Et puis, ça faisait tellement plaisir à la famille que je leur ai dit, je veux bien. Alors, j'ai vu l'ayatollah. Son oncle? C'était l'oncle, oui. Oh, mais il est au courant. Et alors j'ai C'est pour dit à ça qu'on peut pas l'ayatollah, raconter cette histoire. écoutez, je n'aime pas mentir, je suis athée, je ne crois pas en Dieu en tout cas. Thierry, il est incollable sur le shit. Hein. Il connaît l'Iran par Oui, cœur. de ce côté-là, oui, je connais pas mal. L'islam chiite. Voilà, alors on a fait un petit papier, on a fait un petit mariage comme ça, folklorique. Après, vous êtes remarié une deuxième fois avec une journaliste de Vogue qui s'appelait Dominique. Enfin, c'était moins loin. Et puis, vous avez encore divorcé. Après, vous avez eu 5 femmes. Quoi, j'ai eu 5 femmes, moi? Oui, regardez. C'est que c'est Il y a Dormesson. Dormesson est terrorisé. Ça vous a aidé avec les femmes, le végétarien? J'espère que non, parce que j'avais l'illusion que ça ne m'aidait pas, mais c'est vrai que parfois on se demande s'il n'y avait pas effectivement... Mais c'est triste si ça m'a aidé. Ça serait très triste. Vous voulez pas y penser à ça? Oh ben non, parce que vraiment on croit séduire parce qu'on se croit... On croit qu'on peut séduire, mais si c'est parce qu'on est célèbre, ça m'est arrivé au tout début de ma célébrité, comme on dit, c'est que dans la rue, une femme me souriait. Et je me disais, mon Dieu, j'ai un succès fou. Et alors, si elle était jolie, je lui parlais. Ah, une femme qui vous sourit, tout de même. Puis à ce moment-là, elle était complètement affolée. Elle me disait, et je comprenais qu'elle m'avait souri uniquement parce qu'elle m'avait reconnu. La première fois que ça vous arrive, ça fait un choc. Et alors après, je n'ai plus jamais... Vous leur parlez plus après? Ah ben non, non. Moi, ça m'est arrivé dans la rue. Il y a une femme comme ça qui est en face, sur le trottoir d'en face, et elle va vers moi et elle me sourit. Et moi, je sors mon stylo, très content, et elle me dit, pardon monsieur, quelle heure est-il? Alors là, j'étais vraiment embêté. Drôlerie, ça. C'est drôle, hein? Alors, quand on regarde votre... Il est mal placé parce qu'il l'a vu derrière. Après, tu me rends en face. Méfie-toi. Pour l'instant, c'est lui qui m'a dans le dos. Quand on regarde votre carrière, on remarque que tout ce que vous avez fait, finalement, se termine en querelle avec vos partenaires, en dispute avec la direction, en plainte contre la censure. Ça fait partie de votre charme, ça, non? Je suis très mauvais caractère et j'ai toujours été
indépendance, enfin j'ai l'impression d'avoir été indépendant dans mon travail. On n'est pas indépendant par rapport à 1000 autres choses. Mais dans mon travail, j'ai toujours travaillé en indépendant. Alors évidemment, si tout d'un coup on veut me donner un ordre, je claque la porte. Enfin quand même, vous l'avez pas érigé un peu en système, ça, non? Ah non, c'est ma nature, ça. C'est l'histoire d'Orson Welles, hein, le scorpion et la grenouille. Non, parce qu'en 54, à partir au début, c'est vous qui avez imaginé Le Masque et la Plume, grande émission s'il en est une. Oui, où Jean d'Ormesson participait déjà. Bah oui, déjà. Mais alors, au bout d'un moment, vous disputez avec François-Régis Bastide. Ah non, c'est pas disputé. On s'est lassé parce qu'au bout de 17 ans d'émission, il y a eu un moment où on en a eu un peu assez de se regarder en chien de faïence, comme ça. Oui. Après, vous faites d'autres choses, Bibliothèque pour tous, tout ça. Après, vous faites Post-Scriptum. Ça se termine très mal. Vous commencez par faire une émission en vous plaignant des conditions dans lesquelles le RTF vous fait travailler. Et puis un jour, poum, l'inceste, vous êtes viré. Voilà, on fait une émission avec Louis Malle et Moravia sur l'inceste, parce qu'il y avait un film qui s'appelait Le Souffle au cœur. Bon, je faisais mon métier, oui. Alors, on m'a accusé d'apologie de l'inceste, et des insectes, n'en parlons pas. Et j'ai claqué la porte, c'est vrai. Puis, il y a eu droit de réponse, vous n'avez pas arrêté d'avoir des problèmes avec la CNCL. Vous avez accusé certains membres de la CNCL, il faut dire pour les jeunes qui sont là que c'était le CSA de l'époque. Vous avez accusé certains membres d'avoir des connexions avec l'extrême droite. Oui. Vous avez été attaqué en diffamation par Pasqua lors de la publication d'un bouquin qui s'appelait D comme drogue. Oui. Il a gagné un franc de dommage d'intérêt. Oui. Vous avez des problèmes avec Le Pen. Vous l'avez traité. Lui vous a traité de hyène puante. Et vous l'avez traité de quoi? Non, j'ai répondu, si on se place à ce niveau-là, je répondrais, je ne sais même plus à quoi, aux borgnes, je ne sais quoi, au putois-borgne. Mais j'ai dit, si on se place à ce niveau-là. Et c'est lui qui se place à ce niveau, c'est pas moi. Dites-moi, à tous les 1 franc de dommages et intérêts que vous avez perdus, ça doit bien faire 10 francs dans toute votre carrière, non? Ah non, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Un procès, ça coûte très cher. Il y a les frais de justice, ça monte. Oui. D'ailleurs, je suis en procès avec TF1 pour me faire rembourser une partie, les frais de procès. Une partie des frais de procès, oui. Vous avez souvent perdu, non, quand même? Non? Non, pas si souvent que ça. Non, nous avons gagné des tas de procès. Mais c'est très compliqué, la justice, vous savez, parce que même si vous avez votre bonne foi, si on reconnaît que tout ce que vous avez dit était vrai, que votre dossier était complet, il y a l'intention de nuire qui peut être reconnue. Chez vous, c'est vrai. Alors, quand vous dites quelque chose sur un certain ton, ça fait intention de nuire, vous êtes condamné. Par exemple, vous dites de Jacques Médecin, c'est un escroc, intention de nuire, vous êtes condamné. N'empêche que maintenant, c'est lui qui est condamné. Mais n'empêche que ça ne change rien. Vous êtes condamné pour avoir dit ça, par exemple? Non, je dis ça pour Médecin, en réalité, il s'est débiné avant le procès. Il a eu peur de vous. Il a eu peur de moi. C'est Médecins sans frontières. Le meilleur... Bravo, Laurent. Le meilleur moment de droit de réponse? Les meilleurs moments, je ne sais pas, il y en a eu beaucoup. Il y a peut-être l'émission sur les casinos avec Monsieur Frattoni, mais je ne peux pas dire un mot sur ce monsieur. Il revient. Il est revenu, mais il est blanchi. Il est blanchi. Vous n'êtes pas revenu, mais lui, il est revenu. C'est ça, voilà. C'est ça, le monde moderne. Dites-moi, vous n'avez pas été dépassé par les événements à un moment, avec droit de réponse? Un peu grisé par tout ça, non? Oh, c'est dur de résister à la griserie, c'est vrai, parce qu'à un moment, on se prend pour le président de la République, tellement on a une espèce de pouvoir entre les mains. Mais je ne crois pas avoir été vraiment grisé. J'ai peut-être dérapé de temps en temps. On glisse comme ça, il y a des... Vous avez pensé à un moment qu'on ne pouvait plus vous éliminer des médias? Ah non, j'ai toujours pensé que c'était du provisoire, puis j'ai toujours fait ce métier en me disant c'est provisoire, on peut faire autre chose. De toute façon, moi, je n'ai jamais considéré ça comme mon métier. Il y a des émissions voisines ou cousines aujourd'hui de droit de réponse? Je ne peux pas juger les autres, j'en sais rien. Je ne crois pas, parce que ce qui faisait la particularité de notre émission, c'était des dossiers qu'on préparait pendant des semaines. C'est-à-dire qu'on avait les pièces qu'on sortait. Quand quelqu'un disait c'est pas vrai, on disait voilà la preuve. Ça n'existe plus, ça, c'est trop de travail. Vous avez dit dans Le Monde en 86, j'ai un besoin furieux de foutre la merde. Finalement, vous pensez que ça vous caractérise? C'est un compliment. Oui. C'est-à-dire que, j'ai dû le dire dans une circonstance particulière, mais j'aime pas du tout que l'ordre règne et qu'on n'ait pas le droit de mettre un peu de désordre. Alors la merde, c'est le désordre, et le désordre, c'est la vie. Foutre la merde pour un intello, c'est un peu comme le saut à l'élastique pour d'autres? Je me sens pas tellement intello non plus dans tout ça. C'est l'image que vous avez en tous les cas. Mais non, je vous ai dit, pour les rigolos, j'ai l'air d'un intello. J'allais dire pour vous, j'ai l'air d'un intello. Bien sûr. Mais volontiers. Volontiers. Quand Bouygues est arrivé en 87 sur TF1, vous étiez méfiant, puis finalement il n'y avait pas tellement de quoi.
Il vous appelait mon vieil anard. C'est formidable, ça, quand même. Que... Oui, c'est des noces qui ont duré quelques semaines. Jusqu'à ce que vous consacriez une émission à Bouygues. Oui, oui, mais ça, c'était la règle du jeu. Quand ça a été privatisé, j'ai dit j'accepte de rester sur une télé privée à condition qu'on ait le droit de parler, non pas de la chaîne elle-même, c'est la maison, mais des affaires du propriétaire. Et comme il y avait un propriétaire principal, il fallait qu'on puisse parler des innombrables affaires de Bouygues. Il avait dit, vous aurez le droit. Le droit. Et puis non. Eh ben non. Il y a eu le fameux dessin de Viaz avec... De Viaz sur le... Oui, mais ça c'était le prétexte. Télé de merde, là, oui. Il y avait... Une maison de maçon, un pont de maçon, une télé de merde. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il faisait dire ça à Bouygues. Il le faisait dire à Bouygues. C'était la tête de Bouygues qui s'énervait comme ça. Vous avez été licencié pour faute grave. Vous avez touché combien d'indemnités? Oui, j'ai touché... Pavillon. J'ai touché... Un pavillon. Une maison, oui. Une maison Phoenix. 15 mois d'indemnité. C'est logique. Vous avez voulu à ce moment-là rentrer à la 5 et vous avez demandé le droit de critiquer Robert Hersan. Oui. Alors Jean d'Ormesson, on ne peut pas critiquer Robert Hersan quand on travaille au Figaro ou... On est absolument libre. Et je crois que moi-même, j'ai écrit des articles qui n'étaient pas vraiment aimables pour Robert Hersan dans son propre journal. Donc ça, il faut rendre hommage à Hersan. Et on est tout à fait libre. Vous connaissez, il y a une nouvelle de Tchekhov qui s'appelle Salle 6, où il y a comme ça l'illusion de la liberté. C'est un médecin qui dit à un fou, mais pourquoi vous vous souciez de sortir? La liberté, elle est intérieure, vous êtes libre, mon vieux. Jusqu'au jour où le médecin, on le prend pour un fou et on le met avec le fou, et à ce moment-là, il devient vraiment fou de ne pas pouvoir sortir. Et je pense que vous dites que vous êtes libre au Figaro, vous êtes un petit peu dans la situation de ce fou dans la maison de fou. Comment il s'est fait torcher? Peut-être. Alors tout le monde est dans la même situation. Tout à fait. Tout le monde est dans la même situation. On n'est pas si libre que ça. 1-0 quand même. En 89, vous choisissez M6. Vous faites libre-échange. Oui. Vous êtes parti fâché? Je suis parti fâché parce que... Oui, j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a peut-être un endroit dont il n'est pas parti fâché. Oui, non, ils ont décidé tout d'un coup d'arrêter en plein mois de mai, ce qui n'est pas une saison pour arrêter, parce qu'ils avaient décidé de devenir une chaîne de jeunes et qu'ils pensaient que la littérature, c'était pas pour les jeunes. Alors voilà. Fâché. Après, vous avez fait une émission avec Rapp. Bernard Rapp. Je me suis fâché très fort, là, oui. Vous êtes fâché? Ah, oh là là, oui. Ça s'appelait Le mot pour le lire sur France Inter. Oui, non, il s'est très mal conduit. Vous avez dit que c'était un type qui avait appris à présenter les infos sur un prompteur et qui ne pouvait pas faire une émission littéraire. Oui, je le pense toujours. Ouais. Mais c'est pas de la jalousie, je n'ai pas envie de sa place. Et puis après, vous êtes allé sur FR3, vous avez tout fait, un spécial Racine, ça s'est mal terminé. Oui. Il y avait une émission où vous avez des sujets racistes. Vrai, oui. Non, mais quand on voit votre carrière comme ça, c'est étonnant. C'est vrai. Il n'y a pas un endroit dont vous êtes parti en bon terme avec la direction. C'est vrai, tout à fait. C'est incroyable. En un mot, Michel Lepaf aujourd'hui. Moi, ce qui me réjouit, ce qui m'a fait pleurer des larmes de joie, c'est sur Arte de voir Pablo Casals à 20h30 jouer du Bach et ensuite une leçon de musique. Alors les jeunes ne savent peut-être pas qui est Pablo Casals parce que c'était une émission filmée depuis 1954 par les Américains à l'université de Berkeley, qu'on n'avait pas trouvé le moyen de diffuser ça depuis 1954 sur le service public. Alors là, moi j'applaudis Arte et je dis les jeunes, regardez de temps en temps, vous allez voir qu'on a de sacrés bonheurs. Si vous faisiez une émission ce soir à 22h30, quel thème choisiriez-vous? De quoi auriez-vous envie de parler? J'avoue maintenant que j'ai surtout envie de parler de bouquins. Et je dois dire, surtout de littérature étrangère. Je ne veux pas faire de peine à Jean d'Ormesson, mais j'ai pas de passion pour la littérature française d'aujourd'hui. Et le sida, non? Je suis pas très bien placé pour faire l'émission là-dessus. Cela dit, c'est vrai que la transfusion sanguine et M. Garetta, j'aurais eu le droit de réponse, je l'aurais fait. Oui, je vous montrer quelque chose sur le sida. Prenez votre petit téléviseur et regardez, vous allez me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Plus fort, plus rapide, plus lucratif que les traditionnelles actions de Wall Street, voici le dernier placement sans risque en vogue aux USA. La spéculation sur l'espérance de vie des malades du sida en phase terminale. La technique, racheter aux malades contre une grosse somme d'argent sa police d'assurance vie et attendre sa mort pour toucher la totalité de la prime d'assurance. Certains courtiers vont même jusqu'à jouer les intermédiaires en achetant pour revendre à un spéculateur l'assurance vie d'un sidéen. C'est d'autant plus cher que la mort est proche, un viager, une nouvelle formule en quelque sorte. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai une sorte évidemment de haut le cœur, parce que votre expression était au bord du supportable, hein, prendre un malade du sida en viager, mais en même temps, concrètement, c'est bien de ça dont il s'agit. Dans un deuxième temps, même si en théorie, tout le monde est d'accord pour trouver ça immoral,
en pratique, les gens disaient finalement, écoute, si moi autour de moi il y avait quelqu'un qui était vraiment dans un désarroi total, puisque tu me dis que c'est légalement possible, moi je serais prêt à le faire. Et oui, en France c'est possible. Dans le cadre de l'assurance décès, il suffit de changer le nom du bénéficiaire et d'y mettre celui de votre voisin qui vous aurait proposé en échange une coquette somme d'argent. Mais cette opération ne peut se faire que en dehors de la connaissance de la compagnie d'assurance qui aura juste pour information du souscripteur ce changement de clause bénéficiaire, mais qui n'aura pas à en connaître le motif. Mais pour l'essentiel, les homosexuels français voient dans l'achat des assurances vie aux USA le problème de la solitude des malades du sida. Si les homosexuels, qui sont en grande partie touchés par le sida, avaient d'autres structures pour vivre en compagnie d'un autre homme, par exemple, ou avaient le moyen d'adopter des enfants, peut-être qu'ils ne seraient pas amenés à vendre ou à revendre leur assurance. Marché spéculatif sur la mort, s'indignent les adversaires de cette pratique aux États-Unis. En France, il y a fort à parier que cette initiative ne passerait pas à la barrière du comité d'éthique, mais sait-on jamais. Aux USA, on achète en viager des malades du sida. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Pendant que vous cherchez chez vous, pendant que mes invités réfléchissent ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Oui, spécial intello aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas l'air très intello comme ça, mais détrompez-vous, je suis moi-même intello. J'ai chez moi des livres, 5, que je n'ai pas fini de colorier évidemment, mais j'ai amené une cassette de Desproges qui est fabuleuse, et ça s'appelle Gardez Sakharov. Coucou. Desproges, Pierre Desproges. Gardez Sakharov. Je participe à une manif, hein, vous dérangez pas pour moi. Non, je manifeste toujours tout seul. Hein. Gardez Sakharov. C'est vrai, quand on est plus de 4, on est une bande de cons, alors a fortiori, moins de 2, c'est l'idéal. Hein. Gardez Sakharov, gardez. Au reste, mes idées sont trop originales pour susciter l'adhésion des masses bêlantes, ataviquement acquises aux promiscuités transpirantes et braillardes, inhérentes à la vulgarité du régime démocratique, imposé chez nous depuis 2 siècles par la canaille régicide. Qui parmi vous qui êtes ici ce soir et qui ne semblait globalement pas plus hébété que le commun des électeurs, qui oserait se lever publiquement, comme j'ose le faire moi-même, pour exiger l'extermination des mercières? L'émasculation des architectes paysagistes. Le rétablissement de la peine de mort en France pour les chanteurs illettrés. Et l'interdiction de stationner devant chez moi. Qui oserait monter au créneau, comme on dit, pour manifester avec moi dans la dignité pour le maintien en résidence surveillée d'Andreï Sakharov? Mais savez-vous au moins qui il est, ce Sakharov? Vous qui geignez sur son sort, par routine, par coutume, parce que c'est dans le courant des idées reçues. Attention, il ne faudrait pas vous tromper. Sakharov, ce n'est pas un doux rêveur écorché que broie la main de fer d'un État totalitaire, après tout, judicieusement attaché à ses coutumes millénaires d'ordre et de discipline. C'est le papa de la bombe atomique soviétique, Sakharov. C'est un considérable gredin qui a passé le plus clair de son existence à mettre au point la 2e moitié du programme d'anéantissement total de la planète. C'est un dangereux maniaque, ce type. Oui, vous allez me dire que son prix Nobel lui a coûté cher. Oui, je sais. Mais vous savez, il n'y a jamais très loin d'un Cher-Nobel à Tchernobyl. Et puis, venez pas me parler de la soi-disant non-responsabilité du savant face aux utilisations détournées de ses découvertes. Parce que là, je rigole. Il y a autant de savants innocents dans le monde qu'il y avait de paysans persuadés d'habiter près de l'usine Olida dans les faubourgs de Buchenwald. Innocent, Albert Einstein, qui a appliqué sa putain de théorie à l'énergie rayonnante? Innocent, les époux Curie, qui, au lieu de prendre sur leur temps de sommeil pour se reproduire, comme font les honnêtes gens?
passaient leur nuit à branloter du radium. Pierre et Marie Curie sont coupables. Et je peux le prouver. Parfaitement. Je viens de démêler un écheveau de preuves contre eux. Et je suis prêt à le crier bien haut. Vive les chevaux, à bas les Curie! Qui est encore assez naïf pour croire aux jésuitiques jérémiades des savants atomistes? Non mais écoutez les gindres, les cuistres. Oh, vous savez, ma chère, si j'avais pu me douter qu'on utiliserait mes travaux atomiques à des fins militaires, je vous assure que j'aurais fait de la broderie plutôt que de la recherche. Disait Robert Oppenheimer. Et qu'est-ce qu'il croyait, le bougre? Que l'énergie atomique, c'était seulement destiné à éclairer les salles de bain? Le fait est que le 6 août 1945, à 6 h du matin, ils éclairent dans les baignoires. À Hiroshima. Aux USA, on achète en viager des malades du sida. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Jean d'Ormesson, à vous de répondre. Bien sûr que c'est vrai, naturellement. C'est de l'info. Oui, bien entendu. Oui, je crois que c'est l'info aussi. Michel? Ah oui, c'est tellement incroyable que c'est vrai. C'est un sujet qui nous a été envoyé par monsieur Stéphane Tonnet de Paris, qui gagne déjà 2000 francs, puisque son sujet a été tourné. Maintenant, pour savoir s'il gagne 1000 francs de plus, pour savoir s'il est arrivé à tromper Michel Polac, on va regarder la réponse. Eh bien, c'est de l'info, puisque l'assurance vie rachetée pour les malades du sida est proposée comme un placement par des courtiers américains. On donne toute une série d'informations très développées sur le fait que les malades sont très sérieusement sélectionnés, que ce sont des gens qui ont maximum pour 2 ans à vivre, que d'autre part, il n'y a pas de cure miracle en vue et que donc c'est un placement qui est béton. C'était de l'info. Jean, vous m'aviez dit que c'était de l'info. Vous avez un commentaire sur ces pratiques? Bon, c'est abominable, simplement, mais enfin, c'est tout à fait courant en Amérique. Et ça viendra chez nous, naturellement. À moins qu'il y ait une loi qui l'interdise. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les mecs, dès qu'on peut faire du fric ou de dollars sur n'importe quoi, on s'engouffre là-dedans. C'est vraiment le Disneyland des séropos, quoi. C'est dur. Michel? Oui, non, c'est ce que je dis, c'est incroyable et dégueulasse, donc c'est vrai. Plus c'est dégueulasse, plus c'est vrai. Alors, monsieur Tonnet gagne 2000 francs, il n'a pas trompé Michel Polac, donc il ne gagne pas 3000 francs. Corti, le score. T'entraînes en lui ce soir, t'entraînes à lui. Jamais. Un souffle. Enfant fragile aux frontières des cimes. Lugubre écho ou rose de l'écume. Quel est le score? Sur ce sentier frileux. Égalité parfaite entre nos 3 candidats, nos 3 intellectuels, un partout. Et j'accueille maintenant Jean d'Ormesson. Vous savez, Thierry, on me dit toujours Chantal, maquille et tais-toi. Mais moi, j'ai un scoop sur monsieur d'Ormesson. Oui, il est fan de Baffy. Ah bon? Il adore tout ce que fait Baffy. Il trouve ça fin, subtil. Subtil, jamais grossier, non, très bien, profond même. Non, non, il adore ça, hein. Il vous le dira pas, il est trop timide, regardez-le. Pas du tout, il souhaite longue vie. Mais non, mais s'il se retenait pas, il ferait son D'Ormesson chaud. Ouais. Mais il se retient. Un nom comme ça se retient, forcément. Ah, j'aurais peut-être dû me retenir aussi, non, je crois, non? Bah, je pense. Chantal là-dessous. Alors, Jean, bonsoir. Alors, vous aussi, quand même, vous avez été un intello très médiatique, non? Parce que, finalement, il y a une chose que je ne savais pas du tout, j'ai appris que vous avez participé aux grosses têtes. C'est vrai, ça? Oui, absolument. Je ne le crois pas. Absolument. Comme Baffy? Absolument, absolument. C'était avant, très amusant, d'ailleurs. Avant l'Académie française? Après aussi. Oh non. Ah oui, absolument. Vous avez fait beaucoup de télé, quand même, non? Oui.
Vous avez fait beaucoup de journalisme aussi, vous en faites encore beaucoup. Oui. Et vous êtes un peu laissé, vous le regrettez, ça vous êtes laissé un peu happé par l'actualité, quoi, un peu perdu un peu de temps par rapport à vos activités d'écrivain, non? Oui. Ouais. Oui, je le regrette un peu. Vous connaissez la phrase de Gide? J'appelle journalisme ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. C'est ça? Sachant ça, oui. C'était pas tant. Ouais. Je me répète ça souvent. Hein? Oui. Et je dois vous dire que Paul Morand se jetait toujours sur moi. Il avait été très choqué par une phrase qu'il y avait dans un de mes premiers livres. Et il se jetait sur moi en me disant surtout pas de pornographie et surtout pas de journalisme. Alors que lui, évidemment, faisait du journalisme, mais il les mettait dans ses livres. Mais pas tellement pornographie. Non. Ah si, il a écrit des phrases très pornographiques, Eh bien, non. politiquement. Il a écrit absolument. France la douce, c'était un livre. Oui. Il a écrit aussi, je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit, c'est vrai? Ouais. Mais dis donc, Baffy. Non, c'est immense. Alors? Quel est le dernier parmi nous qui a fait pivot? C'est moi, le dernier qui a fait pivot. Vous Et voulez voilà. qu'on pose des intellectuels? Et alors, il n'y a pas photo. Vous avez bien torché sur ce On fait coup-là, un spécial intello, mais le dernier qui a fait pivot, c'est Baffy. Là, j'ai un grand avantage Maintenant, vous le J'ai voyez. un grand avantage parce que je le vois. Eh oui, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Ce qui est très difficile, c'est quand on le voit pas. Oui, mais attends, c'est Et pas là, par hasard, je te signale que Pivot Moi, j'ai eu un grand désavantage à la télé, c'est que je vous ai vu. Ah oui. Je te signale que Pivot a pris Baffy, pas pour apostrophe, mais pour bouillon. Oui. Il a fait pivot quand même. Il a fait bouillon. Ouais. C'est dégueulasse, Berkoff. Allez, de temps en temps. Vous avez dit je méprise les honneurs. Oui, c'est pour ça que je les cueille au passage. Oui. Parce que la seule façon de vraiment les mépriser, c'est de les avoir eus. Sans ça, on est toujours un peu suspect. Ça, c'est pour répondre à Baffy qui aime les Ça fait citations. quand je la gueule de dire Monsieur Baffy, je le Qui aime les citations. C'est l'horrible passion d'envier ceux qu'on méprise. Ouais. Arrête, j'ai envie de toi. Et Baffy vous dira de qui c'est. Oui. De qui c'est Luis Mariano, au hasard? J'ai connu toutes les formes de déchéance, y compris le succès. C'est de qui? Ardisson? Non. Sioran. Ouais. Bravo. Il y a deux drames dans l'existence, réussir sa vie et la rater. C'est de qui? J'hésite entre Sioran et moi. Non. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah, absolument. on l'a eu quand même. T'en vas la cruche à l'eau. En fait, pourquoi vous avez passé autant de temps comme ça à essayer d'acquérir le pouvoir? Oh, je n'ai jamais essayé d'acquérir le pouvoir. Jamais. Ce que je peux me reprocher, ce qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir essayé d'acquérir une certaine notoriété. Et si vous voulez me faire dire ce que je regrette, c'est ça. J'ai sûrement eu envie, et je trouve ça aujourd'hui tout à fait méprisable, d'être connu. J'ai sûrement aimé ça. Ça, j'ai aimé ça. Je n'ai jamais aimé le pouvoir. J'ai jamais voulu avoir le pouvoir. J'ai toujours trouvé le pouvoir tout à fait médiocre. Vous avez quand même dirigé le Figaro pendant un moment, c'est pas le pouvoir, ça. Écoutez, franchement, d'abord c'est le pouvoir. D'abord, je ne l'ai jamais cherché. On me l'a offert. Et évidemment, je ne l'ai pas écarté. Il faut dire que dès que j'ai pu me tirer, je me suis tiré. Et c'était très tentant, c'était très amusant. Il ne faut pas cracher dessus. Non, c'est un beau torchon. Ah oui, c'est bien. Hein, oui, c'est bien. Vous avez perdu beaucoup de temps dans les mondanités aussi, non? Beaucoup trop. Hein? Oui, beaucoup trop. Je me souviens d'un article où vous disiez je fais plus de dîners en ville. Cette année, j'en ai fait 4. Et on était le 19 janvier. 4 dîners en 19 jours, c'était pas vrai. Si. Ah, si, c'est vrai. Ça m'étonne beaucoup. Parce que maintenant, les gens me disent on vous voit partout. Je dis où est-ce que vous m'avez vu? Non, maintenant, on me voit évidemment très peu. Je sors très peu. Les femmes vous ont fait perdre du temps aussi. Ils m'ont pas fait perdre du temps. Elles m'ont donné du leur et je leur en suis bien reconnaissant. Bon. Il y a l'amour, il y a les livres et il y a rien. C'est de qui? Monterland. Vous reconnaîtrez que pour parler des femmes, c'est pas le mieux placé, Monterland, quand même. Non, mais il en parle très bien et je trouve que cette phrase est très très bien. Et... Vous avez dit si j'avais été une femme, j'aurais mené les hommes en bourrique. C'est quoi? Vous regrettez de ne pas avoir été une garce? Non, c'est parce que je pense... La petite coche. C'est parce que je pense que... Je pense que un des traits que je regrette chez moi, c'est ce désir de plaire. J'ai sûrement un désir de plaire. Mais vous plaisez, rassurez-vous. Non, regardez Baffy, non, mais il ne plaît pas du tout. Alors vous voyez, ça me fait beaucoup de peine. Je vais essayer de faire tout ce que je vais pouvoir pour le séduire. Et ça va rater. Lolo, qu'est-ce qu'il peut faire, Jean-Jean, pour te séduire? C'est pas gagné, hein.
Alors je pense que si j'avais été une femme, ça m'aurait formidablement amusé de faire marcher les hommes. Sûrement. Vous avez dit le mariage, enfin, en prenant les précautions oratoires vis-à-vis de votre femme, bien sûr, le mariage est quelque chose d'abominable. Et la Révolution française avait bien fait de bannir les vœux perpétuels. Oui, la Révolution a banni les vœux perpétuels, et en effet, le mariage est le dernier vœu perpétuel. Et je trouve ça abominable. Je mets ma femme tout à fait en dehors, qui a eu la bonté de me supporter pendant si longtemps, et qui était pas en dehors qu'il faut la mettre. Hein? Il n'a rien compris. Mais le mariage, je trouve ça une épreuve redoutable. Vous savez, c'est tout à fait clair, parce que le mariage, il y a 100 ans, on se mariait déjà un peu vieux avec des jeunes femmes très jeunes, et puis qu'est-ce qu'on faisait? On mourait. Mais l'idée de passer 50 ans... Oui, c'est ça, c'est que maintenant on vit trop vieux pour se marier. Oui. Maintenant on se marie à 18 ans et on vit jusqu'à 90 ans. C'est un cauchemar. Les pauvres, vous êtes en train vraiment attendez un peu. Illusions, enfin franchement. Ressortent chez La Thèse donc 3 romans, vous avez publié, qui ressortent dans le même volume. Ça fait combien de pages? 1163 ou 67, non? Quelque chose comme 1200 pages. Alors, il y a Le Vent du Soir, Tous les hommes en sont fous, Le Bonheur à 100 miniatos. Le Vent du Soir, déjà, on dirait qu'il lâche une caisse, rien que le titre. Alors, si on devait parler de ces 3 romans, on dirait quoi? Que c'est un feuilleton planétaire ou Je dirais que c'est un feuilleton. Oui. C'est un roman feuilleton. C'est un roman feuilleton qui, au lieu de se passer comme ça à Paris, se passe dans le monde entier. Vous savez ce qui s'est passé depuis 100 ans, c'est qu'on se déplace. Une des choses qui se fait, c'est qu'on se déplace. Et une des choses qui m'a amusé dans ce livre, c'était de faire un roman qui se passe en Chine, au Brésil, en Amérique, en Pologne, enfin partout. Ah oui, c'est et qu'on se balade un peu partout. Alors c'est un feuilleton qui se passe partout, et c'est des histoires d'amour. C'est un feuilleton, quoi. Alors, il y a 4 sœurs, il y a 4 frères. On ne va pas essayer de le raconter parce qu'on en Non, c'est l'histoire de 4 sœurs et de 4 frères. Et j'ai toujours été fasciné non seulement par l'unification du monde, mais par les histoires de sœurs. J'aime beaucoup les sœurs. Je trouve que c'est très joli, les histoires de sœurs. C'est toujours amusant parce qu'il y a une rivalité entre elles, il y a de l'émulation, elles sont semblables, elles sont différentes. Il y a dans l'histoire plein d'histoires de sœurs très amusantes. Il y a eu... Et faites un effort, ma fille. On rencontre Hitler, Churchill, Staline. On croise les grands de ce monde, enfin ça se passe. Alors ce qui se passe, n'est-ce pas, dans un roman, c'est que contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que croit ma fille qui n'est plus là, je peux l'attaquer puisqu'il n'est plus là, c'est que dans un roman, ça ne consiste... Bravo. Dans un roman... Oh là là, c'est encore... Ça ne consiste pas... Les barbares approchent. Les barbares sont aux portes de la ville. Dans un roman, ça ne consiste pas à inventer des choses extraordinaires. Et il faut plutôt diminuer les choses de la vie pour essayer de faire des choses qui soient vraisemblables. Au risque de consacrer moins de temps encore à l'écriture... Ah, tu le relances, là? On a voulu faire un spécial intello avec Baptiste Séguin. Au risque de consacrer... moins de temps à l'écriture, vous êtes engagé donc pour Dubrovnik l'année dernière. Est-ce que vous vous engageriez pour la Somalie? Écoutez, bien sûr, il y a des causes innombrables pour lesquelles il faut se battre. Et évidemment... Pourquoi Dubrovnik? Parce que c'est plus beau graphiquement? C'est vrai qu'on me l'a reproché d'ailleurs. Dubrovnik, ça m'a un peu bousculé parce que c'est une très belle ville et que si Versailles ou Venise ou Chartres étaient menacés, ça vous ferait quelque chose. Mais naturellement, les gens qui sont... un petit peu... Souvenir amoureux. Oui, il y a ça aussi. Mais évidemment, les gens qui se font tuer à Osijek ou à Vukovar ou à Sarajevo, qui est moins beau que Dubrovnik, c'est exactement la même chose. Et... Évidemment, il y a 40 causes dans le monde auxquelles on pourrait se consacrer. Il y a un côté quelquefois un peu ridicule, il y a un côté génocide et tourisme, n'est-ce pas? Il faut aller partout, se battre. Vous voulez que je vous montre un truc sur la Somalie, là? On fait ce qu'on peut. Je vous montre. Prenez votre petit téléviseur, vous aussi, et regardez, vous allez me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Plus d'1,5 million de personnes sont déjà mortes en Somalie, soit le quart de la population. Le pays est déchiré par la guerre civile, affamé par la sécheresse. Bernard Kouchner, le ministre de l'Action humanitaire, en visite sur place cet été, s'est indigné et a lancé un appel au secours et à l'aide d'urgence. Les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques, voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde.
Le docteur Pierre Malézieux, député PS du Val d'Oise, accompagnait le ministre lors de ce voyage. Dans les prochains jours, il va présenter devant l'Assemblée une mesure d'aide exceptionnelle à la Somalie. Prélever 2% sur les recettes des ventes d'aliments pour chiens et chats. La taxe sera intégralement reversée à la Somalie. La situation que nous avons trouvée était pire que celle qui est décrite à la télévision, dans les reportages. C'est une population qui est en voie d'extinction. La famine est terrible. Il y a environ 1500 à 2000 personnes par jour qui sont en train de mourir. 80% d'enfants. Nous ne pouvons laisser cette population mourir. Nous devons faire quelque chose. Les Français dépensent chaque année 20 milliards de francs pour nourrir leurs animaux de compagnie. Prélever une taxe de 2% sur cette somme rapporterait 400 millions de francs en un an. Le choix de taxer les aliments pour animaux n'est pas anodin. Ces produits sont déjà considérés comme produits de luxe, si bien que les professionnels s'insurgent contre ce nouvel impôt. Je ne vois pas pourquoi on va taxer, comme par hasard, les aliments pour chiens et on ne va pas taxer, par exemple, les fabricants de cosmétiques, les fabricants d'armements, qui causent autant de dégâts, sinon plus, je pense, que les animaux en France. En revanche, les maîtres réputés pour leur générosité sont plutôt séduits par la proposition du député. Quand on a des animaux, on aime les bêtes, on aime le monde, donc c'est normal d'aider les autres par ce biais-là. J'ai un chien, je ne me sens pas du tout pénalisé parce qu'on va prendre... Maintenant, tout l'argent qu'ils vont prélever, est-ce que ça va aller là-bas, c'est autre chose. Pour être efficace, la taxe doit être limitée dans le temps. Cette opération est donc ponctuelle afin de préserver son caractère exceptionnel. Une taxe sur les aliments pour chiens et chats pour nourrir les Somaliens. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Je vous le demande. Pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant que mes invités réfléchissent ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Vous immolez mon âme, endormie, disparue. Naissance d'un soleil écumant les ressacs, vibrante libellule, œil noir, l'espace d'un naufrage, lueur de marbre où vibre un espoir fou, ruban nacré, abyssale furie, Dionysos furieux qui ses racines arrache. Mais quel blaireau, navires abordés, célestes équinoxes et quelques cris encore, mortels trépas. Et ta vulve brûlante rougit mon cœur. Ah, quand même. À jamais foudroyé. Ça devient mieux, là. Une taxe sur les aliments pour chiens et chats pour nourrir les Somaliens. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Michel. Étant donné que les députés veulent toujours qu'on allège les impôts et qu'ils n'osent jamais proposer des taxes, je dirais que c'est de l'intox. Uniquement vu la mentalité des députés français. Moi, j'espère que c'est de la faux. J'espère vraiment pour une fois qu'ils fassent quelque chose et qu'ils taxent les chiens-chiens, les chats-chats, les whiskas, les compagnies. J'espère vraiment que c'est de la faux. Je suis pas sûr, mais j'espère. Jean? Je croirais que c'est vrai. Ouais. Je croirais que c'est vrai. C'est un sujet qui nous a été envoyé par Madame Nicole Amsalem de Nice, qui gagne déjà 2000 francs puisque son sujet a été tourné. Maintenant, pour savoir si elle a trompé Jean d'Ormesson, on va regarder la réponse. Eh bien non, l'Assemblée nationale n'est pas ma maison. Je ne fais que passer devant, comme un simple citoyen. Je ne suis pas député. Mais si j'avais été député, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire pour les Somaliens. Alors, c'était de l'intox. Vous l'aviez dit. Eh oui, je connais trop la psychologie des députés, qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez trop la nature humaine. Eh oui. Ouais. Toi, tu t'es trompé. Ouais, mais j'ai dit j'espère. Tu as dit j'espère, hein. Oui. Mais c'est vraiment dommage. On pourrait peut-être, après cette émission... Le proposer. Voilà, lancer cette idée. Jean, vous avez été trompé, donc Madame Amsalem gagne 3000 francs au lieu de 2000. Et Corty, on regarde le score. Quel est le score? Le Polonais mène devant le Noble et le Russe, Polak 2, Berkov et M. d'Ormesson 1. Et j'accueille maintenant André Berkov.
Dites donc, Berkoff, j'espère que vous n'êtes pas aussi difficile à maquiller que vous êtes difficile à comprendre. Parce que moi, j'y comprends rien du tout à votre business. Hein. Vous parlez de tout, vous êtes spécialiste en tout, vous avez un avis sur tout, et puis vous êtes assez balèze dans le reste aussi. Hein. Moi, j'y comprends rien du tout. Et voyez, en tant que maquilleuse, hein, moi, si je m'écoutais, je vous maquillerais en intello, partouzeur, gourou, clown, écolo. J'ai oublié quelque chose, non? Non, oui, vous avez oublié beaucoup de choses. Qu'est-ce que oui, dites-moi. Ah, vous avez oublié voyageur. Ah, voyageur aussi, oui. Vous avez oublié amoureux. Amoureux, oui. Vous faites quelque chose après l'émission, non? Quand vous voulez. Chantal là-dessous. T'en penses quoi de Baffy, toi? Baffy. Alors je vais te dire, Baffy, non, mais c'est pas la peine de te réveiller, Baffy, va dormir. Baffy, c'est la démangeaison intrinsèque au cœur du confort bourgeois. Voilà. C'était de tous les noms, mais ça, jamais. Vous pensez la même chose? Après une expression aussi heideggerienne, je ne peux plus rien dire, je reste sans voix. Laurent Baffy, le Baffy Show. C'est la rue Bobillot, madame, là? Oui. Elle est où, là? Le 15, il est où? Faut que je livre vite, parce que dans les 15 minutes, il y a une pénalité, là. Hop, là. C'est bon. C'est où, le 15? Vous me gardez la mob, hein, je livre et j'arrive tout de suite. Allez-y. Faut que je la livre vite, parce qu'après, je peux me faire lourder, moi. C'est où? C'est là? Bon, vous me gardez la mob, hein. Il faut que je livre... Oh, merde! Regardez ce que vous me faites faire, aussi. Pas moi. Bah, aidez-moi, maintenant. Bah, écoutez, vous êtes gonflé. Mais non, mais je vous demande un renseignement, et puis... Oh, écoutez, démerdez-vous à ce Mais moment-là. soyez pas grossière. Attention, monsieur. Voilà. Oh là là. Tenez, aidez-moi. Oh, ça chie, hein, de toute façon. Oh, bah attention, monsieur. Oh, bah, monsieur. Bah, vous êtes pas délicat non plus. Bon, alors, je vais le livrer. Oh, bordel, merde. Oh là là. Bon, vous cherchez quelle adresse? Attendez, je vais me faire lourder, là. Vous m'aidez, monsieur, vous m'aidez? Oui. Parce que là, je me fais virer, là. Oh là là. Tenez, ramassez le... Et si on mettait la merde de chien, comme j'ai pas pris merguez? Et on va la mettre, d'accord? Allez, on la met. On la met. Non. On la met, on s'en fout. On est jeunes. Regardez. Hop. Oui, mais ça peut donner la maladie à quelqu'un. Hein. Pardon? Ça peut donner la maladie à quelqu'un. Bah, attendez, vous préférez que je me fasse virer? C'est présentable ou pas, monsieur? Moi, j'en sais rien. Bon, ça fera la blague. Vous croyez que c'est pas bien? Vous en foutez? Voir si c'est pas moi. Non, c'est pas vous, c'est moi. Non, parce que si ça fait trop, on la met pas. On dirait une merguez ou pas? Oh bah non, quand même pas, hein. Faut quand même pas exagérer. On dirait quoi? Enfin, tout ce que vous voulez, mais pas ça, quoi. Je la retire alors. Ah bah oui, bah, allez-y, allez-y. Ah bah non. Mais si, allez-y, monsieur. Ah bah, c'est vous qui m'avez donné l'idée, monsieur. Ah, pas du tout, oh. Oh, la mauvaise foi. Voilà. C'est pas la cerise sur le gâteau, ça? Oh. Hein? C'est de la merde, ça. Non, mais c'est pas la cerise sur le gâteau au niveau de la présentation, hein? Ah ouais, mais enfin, c'est de la merde, ça. C'est pareil. Ouais, mais ça a de la gueule, quand même. Ah ouais. Hein? Ça fait la blague ou pas? Non, bah, c'est la merde de chien, ça, c'est bon, pareil avec au milieu, là. Ok, mais au niveau de la déco, c'est pas superbe? Ça, c'est présentable, maintenant. Ah ouais. Hein? Ouais, c'est ça que je manquerais pas, hein. Mais c'est pas pour vous, monsieur. Ouais, j'étais à l'essai et puis j'ai tout fait tomber. Alors. Vous sauriez pas où je pourrais trouver du travail? Bah non. Ah non. Puis un logement... Oh là, mon Dieu. Chez vous, ça va pas être possible. Ah non, chez moi, c'est pas possible. Vous avez des amis qui auraient un matelas ou... Rien du tout, quoi. 5 francs la part, laissez-vous tenter, c'est la dernière. Hein? Allez, c'est le temps. Voilà, caressez-le. Voilà. C'est un mâle. Voilà. Laurent Baffy, le Baffy Show. Quelque chose à ajouter? C'est pas la peine d'en rajouter? Ouais. C'était une royale déjà, la pizza. Ouais. Dormesson, ça n'a pas fait rire, je vais te dire. Ah si. Ah. Mais il commande pas les pizzas par téléphone. Alors toi aussi, t'es un intello très médiatique. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, tu sais, très médiatique. Ça veut dire bah, que tu fais une émission de télé 4 jours par semaine. Ouais, absolument. Sur France 3. Tout à fait.
qui s'appelle Français si vous parliez. Exact. Et tu vas en province. Mais je fais plus parler les autres que je parle moi-même. Oui, tu donnes la parole aux récepteurs plutôt qu'aux émetteurs, c'est ça? Exactement. Je fais parler les gens qui n'ont pas l'habitude de la parole. Et j'aime bien en fait qu'on change un peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent. Sans démagogie du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire au moins aussi intéressantes que les gens qui sont les professionnels de la parole. Ce sont les gens que tu vois qui parlent. C'est-à-dire qu'en général, ça m'a beaucoup frappé, c'est que quand tu vois dans les journaux, tu vois le représentant machin, le leader syndical, le représentant de X. Et alors les infirmières, les routiers, les agriculteurs, tu les vois jamais. On les voit en train de flamber de la viande, en train de foutre les camions, tu vois, en embouteillage. Et en fait, tu as 30 secondes. Et après, sa vie, ce type, ses problèmes, tout ça, rien. Et ben moi, j'ai envie qu'il parle un peu plus. C'est pour ça que tu fais quoi, les cahiers de doléances finalement, non? Oui, absolument. C'est le tiers-état. C'est ça? C'est le tiers-état. Tu publies chez Albin Michel un bouquin qui s'appelle Lettres ouvertes à ceux qui ne sont rien et qui veulent être tout. Ça aussi, c'est très proche du cahier de doléances. Enfin, c'est la même époque. Oui, tout à fait. C'est un peu le prolongement, mais en réflexion. Le livre, ça permet la réflexion, ce que ne permet pas l'image, enfin, de la même façon. En gros, c'est quoi? C'est que j'ai dit qu'il y a une implosion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Les chefs ne sont plus suivis. On l'a bien vu avec l'histoire de Maastricht. Que ce soit des chefs syndicaux, politiques, religieux ou autres, même médiatiques. Et ce qui est intéressant, c'est où on va. Et ce que je dis, c'est que si on ne commence pas à considérer que les gens, ce qui compte, c'est la liberté, ce qui compte, c'est de ne pas se laisser enfermer dans des étiquettes ethniques, nationalistes, raciales ou autres, on est foutu. C'est Bosnie-Sarajevo partout. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et la Bosnie-Sarajevo, elle n'est pas seulement dehors. Quand on dit qu'il faut aider les autres, c'est vrai, mais elle est aussi dans nos têtes. Il faut faire très très gaffe à ça. Côté, attention, lui, il est comme ça, l'autre est comme ça. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça qu'il faut casser. En tout cas, essayer. C'est très écologiste aussi, non? C'est pas écologiste, c'est que ce que je dis en gros, c'est que ce qu'on a appelé le communisme et qui n'a jamais été autre chose qu'un capitalisme d'État, c'est casser la gueule et c'est bien. Le capitalisme archaïque, du style laisser faire et laisser aller, on voit très bien le résultat que ça donne. Et peut-être que le capitalisme corrigé par l'écologie, tu comprends, il y a une chose, c'est que quand on dit il faut aider, tant que les gens ont dit moi j'ai mon truc, les autres je m'en fous. En fait, c'est pas la morale qui va faire. Mais le jour où tu as une couche d'ozone qui craque et que c'est bon pour les riches, pour les pauvres, pour les gauches ou pour la droite, quand il y a des Tchernobyl qui risquent de craquer, quand tu as du nucléaire qui sort, et ben le nucléaire il va faire attention entre les nantis et tu les penses que non-nantis. plus ça sera pire, mieux ça sera donc? Non, je pense qu'il faudra faire de plus en plus attention parce qu'il y a une globalité. Tu penses que le capitalisme écologique c'est le post-socialisme? Je pense en tout cas que l'éco-capitalisme est quelque chose qui remplacera le socialisme, qui d'ailleurs qu'on n'a jamais vu, faut bien dire. Et il prend son virage, le père Berkoff. Pas du tout. J'ai jamais été socialiste au sens marxien du terme. Je dis simplement qu'il faut arrêter de penser que les solutions viennent toutes d'en haut ou de la même manière. Mais page 54, tu dis... Pourquoi tu l'as dit page 54 surtout? Un self-service vaut 10 philosophes. Parce que je pense que quelquefois, la consommation, qu'on a beaucoup... Tu sais qu'on a beaucoup attaqué la marchandise, le spectacle, en disant ah là là... Il y était déjà, C'était vrai. Ouais, les situationnistes, c'était très important. Cela dit, la marchandise, tu crois que l'esclavage a été aboli pourquoi? Par souci humanitaire, par dire ah là là, on veut plus des esclaves, pas du tout. Parce que les esclaves pouvaient devenir des consommateurs. Quand Ford a décidé de bien payer les ouvriers, parce qu'ils ont dit les ouvriers, il faut qu'on les paye bien parce qu'ils vont acheter nos produits. Il faut comprendre ça. Et ça n'a rien à voir avec la morale, et bien c'est pas mal. Je préfère que le mec soit consommateur qu'esclave. Tu dis qu'il ne faut plus comprendre dans la morale de gauche l'indulgence pour les pédophiles, les assassins d'enfants, etc. Non, je dis simplement qu'au nom de la différence, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Je veux dire qu'on a beaucoup prôné le respect des cultures. Et moi, je dis quand on coupe le clitoris des petites filles au nom du respect culturel, je dis non. Quand on fait tout ce qui est mutile, tout ce qui opprime au nom du respect culturel, je dis non. Et je dis simplement que, effectivement, un pédophile, un mec qui manipule les petits garçons ou les petites filles, pour moi, c'est de la merde. Et que ça doit être condamné, quelle que soit la chose. Il y a une morale. Mais la morale, c'est pas une morale judéo-chrétienne. C'est simplement des règles que des gens se sont battus pendant des siècles pour établir, et qu'il n'y a pas à avoir honte de ces règles, et il n'y a pas à les renier. C'est tout. Voilà. D'accord. Oui, mais on ne peut pas ne pas être d'accord. On peut pas ne pas être d'accord. Vous pensez qu'il enfonce des portes ouvertes, là? Un peu, oui. Mais il faut les enfoncer, les portes ouvertes, parce que souvent, pour beaucoup de gens, elles sont encore fermées. Ouais. T'as encore le temps de t'occuper des femmes avec tout ça, André? Tu rigoles, bien sûr. Parce que tu dis que dans le sexe, on est rentré, c'est un autre bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je m'en prie. Oui, on est rentré dans le règne de l'ersatz, avec le Minitel, avec le cinéma, le film porno. Oui. Mais il faut dire, là, ça c'est l'histoire du parti d'Enjoué. Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a... Et comme tu sors un bouquin tous les 2 mois, quand on t'invite, on en profite pour parler de tout. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une normalisation de la société, non plus au nom de la religion, parce que ça marche plus, mais au nom de l'hygiène. Écoute, qu'est-ce qu'on dit? On dit ne sortez pas, il y a des loups dehors qui vont vous attaquer. Ne mangez pas, il y a de la pollution. Ne baisez pas, il y a le sida. Ne fumez pas, c'est les poumons. Ne buvez pas la télé. Voilà. Ne buvez pas, c'est l'alcool. Alors, résultat des courses, on a l'impression que l'idéal d'un certain nombre de gens, c'est quoi? C'est, voilà, ce type. C'est la société, tu vois, on s'enferme, on a thèse, antithèse, prothèse. Alors, on a son fax, on a sa machine à communiquer, on a son téléphone, et puis on est content. Donc, plus on est solitaire, plus on est entouré de machines à communiquer qui ne communiquent rien du tout. C'est fasciste pour toi, ça. Ah, c'est complètement. C'est le nouvel ordre moral au nom de l'hygiène. Tu crois qu'il vaut mieux danser sur un champ de mine, toi? Complètement. Ouais. Comme lui, par exemple. Lui, il danse sur un champ de mine, c'est sûr. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être informé. Qu'on nous informe, mais à partir du moment où on est adulte, qu'on nous foute la paix. Tu sais ce que c'est? C'est qu'en fait, on fait une société sous préservatif. Toute la société. Pas seulement le sexe. La société, préservatif, attention, ne prenez plus aucun risque. Et le problème, c'est qu'on a des écrivains sans risque, on a des chercheurs sans risque, on a des intellectuels sans risque, et c'est ça qui est emmerdant. Et c'est ça dont on souffre. On a des livres sans risque. On a les livres sans risque, absolument. Bien, j'ai un sujet pour vous, là, Jean. Je remarque un truc, Thierry. C'est qu'ils sont tous venus avec un livre à vendre et moi, j'avais rien à vendre. Mais vous, c'est pas pareil. Ah bon? Non, mais parce qu'il n'a pas fait de bouquin. Mais c'est pas ça, c'est que lui, à 22h30, à la télévision, il est à sa place. Alors, regardez, sujet pour Jean d'Ormesson, ce sujet de Cléopâtre. Regardez, vous allez me dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Cléopâtre s'était alliée à César, puis à Antoine, pour tenter de redonner à l'Égypte sa grandeur passée. Mais elle n'avait pas su séduire Octave et préféra la mort à l'humiliation. Momifier, son corps enfoui dans les sables d'Alexandrie traversa les siècles. Mais en 1860, alors que l'égyptologie passionne l'Occident, un aventurier découvre une tombe et vient troubler ainsi le repos éternel de la grande reine d'Égypte. Un consul italien qui travaillait en Égypte trouve un lot de momies, parmi lesquelles celle de la grande Cléopâtre. Il en fait don à la France, et immédiatement, sur l'ordre de Napoléon III, la momie est exposée au musée du Louvre. La momie est exposée une dizaine d'années, et puis survient la guerre de 70. Les conservateurs ont peur que la momie tombe aux mains des Prussiens. Alors, une nuit, en catimini, ils traversent le jardin du Palais Royal avec la momie et la déposent à la Bibliothèque nationale. Le 3 mai 1870, les Prussiens sont aux portes de Paris. Monsieur Mortreuil, secrétaire général de la Bibliothèque nationale, enregistre alors l'arrivée de 3 momies. Par précaution, il n'inscrit pas le nom de Cléopâtre dans le livre d'inventaire. Et ce qui s'est passé ensuite, non plus. Pendant la guerre de 70, ces 3 momies ont été descendues dans les caves de la Bibliothèque nationale pour les sauvegarder, ainsi que d'autres objets, pour les sauvegarder des bombardements prussiens. Et l'année suivante, pendant la Commune, la Commune a investi la Bibliothèque nationale, et le commandant de la garde, descendant un jour dans les caves, a vu ces momies, les a plutôt senties du reste, puisqu'elles commençaient à se décomposer en raison de l'humidité qui régnait dans cette cave. Et donc il en a ordonné l'enterrement dans le jardin Vivienne. Aujourd'hui, personne ne sait où, dans le jardin Vivienne, repose la momie de Cléopâtre. Aucune fouille n'a jamais été entreprise, car 120 ans après, que resterait-il du dernier pharaon d'Égypte? Alors, la momie de Cléopâtre enterrée dans les jardins de la Bibliothèque nationale. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Je vous le demande. Pendant que vous vous le demandez aussi, que mes 3 invités se le demandent ici. Qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Yo, mes frères, pour mettre un petit peu de rythme dans cette émission, des filles qui n'ont pas que la peau sur les os, qui ne manquent ni de sel ni de pépé. Salt and Pepper Expression. It's all about expression. You only live once and you're not coming back, so express yourself, yeah. Express yourself. You gotta be you and only you can. Express yourself. Let me
job. And everything Rob got, he got from Rob. And everything she got from my girl who wanna be like Jackie. That broke chains and I think that's wacky. Tom and Dick wanna be like Harry. Little do they know he's biting off Barry. Stan was a scam, but Benny's legit. Mercedes coupe, home Drew with no kid. A businessman with the people for a reason. Not like Tim because they didn't this season. Express yourself, you gotta be you and only you, babe. Express yourself, let me be me. Express yourself, don't tell me what I cannot do, baby. Come on and work your body. Hey, Pep, you up next? Yes, I'm Pep and there ain't nobody like my body. Yes, I'm somebody. No, I'm sorry, I'm rock this Mardi Gras until the party ends. Friends, yes, I'm blessed and I know who I am. I express myself on every jam. I'm not a man, but I'm in command. Hot damn, I got all girl band and I'll wear the gear. Yeah, I wanna wear too. I don't care, dear. Go ahead and stare. Great to be you, living in fear. Expression is rare. I dare you. Express yourself, you gotta be you and only you, babe. Express yourself, let me be me. Express yourself, don't tell me what I cannot do, baby. Come on and work your body. Express yourself, express yourself. Express yourself, express yourself. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yo, excuse us while we rap. La momie de Cléopâtre, enterrée dans les jardins de la Bibliothèque nationale. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Michel Polac. J'aurais préféré répondre après Dormesson, parce que je suis sûr qu'il le sait. Ouais. Moi, je dis que c'est de l'intox, parce qu'à mon avis, Cléopâtre, étant donné la mort qu'elle a eue, on l'a pas momifiée, la pauvre. Jean. Moi, je crois que c'est de l'intox. Ouais. Je crois que c'est de l'intox. Oui, je crois que c'est de l'intox. Tu crois que c'est de l'intox? Il n'y a que le nez qu'on a gardé encore. Et encore. Alors c'est un sujet qui nous a été envoyé par monsieur Gilles Fournol de Bordeaux, qui gagne 2000 francs puisqu'on a tourné son sujet. Et pour savoir si je vais rajouter 1000 francs, pour savoir s'il est arrivé à tromper André Berkoff, on écoute la réponse. Non, ce n'est pas la momie de Cléopâtre, pour la simple raison qu'on n'a jamais retrouvé la momie de Cléopâtre. J'ajoute que si jamais cette momie avait été exposée au Louvre, les inventaires en auraient conservé la trace, ce qui n'est pas le cas. Entre nous soit dit, c'est aussi bien, laissons la place à l'imagination. C'est une rumeur qui est née au XIXe siècle et qui est sans fondement réel. Nous avons bien eu effectivement des momies, 3 momies dont on connaît les noms et qui sont toutes des momies masculines. Donc ne venez pas chercher la momie ici, mais en revanche, vous pouvez venir voir l'image de le portrait de Cléopâtre sur des monnaies qui sont, elles, bien conservées ici. Alors, c'était de l'intox, il est très difficile de tromper des invités intello sur un sujet pareil. Jean, vous étiez au courant de la rumeur? Non, je pensais que si vraiment Cléopâtre avait été enterrée à Paris, on l'aurait su oui, d'une façon ou d'une autre. Il y a une rumeur quand même, hein? Sur le Cléopâtre. Il y a une rumeur au 19e siècle, oui. Enfin, je ne suis pas arrivé à vous tromper. Monsieur Fournol ne gagne que 2000 francs. Et Corty, tu nous donnes le score. Bah, le russe et le noble restent à une tête de Michel Polac qui remporte le match ce soir. Oh là là. Michel Polac, Michel Polac. Bravo. C'est la première fois que je joue avec un sceptre dans les mains. Ça me rappelle Dali, quand je l'ai interviewé, il avait une canne à peu près dans le même esprit. Oui, c'est un peu l'esprit, effectivement. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Et restez avec nous parce que maintenant, je vais confesser, et oui, je vais confesser Michel Polac. Merci. Michel, tu t'es déjà confessé? Jamais. Quel effet ça te fait? Pas grand-chose. Parce que je me confesse à moi-même. Es-tu favorable à l'euthanasie? Ah, tout à fait. Et je souhaite vivement pour moi-même, c'est vrai que je suis tout le temps malade, je me dis le jour où vraiment il le faudra sans hésiter. Pour les autres, ça les regarde.
Tu n'es pas contre le suicide? Ah, pas du tout. C'est même une porte de sortie très honorable. Et je trouve que ça donne un sentiment de liberté. Quand vraiment quelque chose devient insoutenable, il faut pouvoir se dire il vaut mieux le suicide que le déshonneur, pour parler avec des grands mots. Tu as souvent parlé du suicide comme une arme contre la compromission. Oui, oui, oui. Je crois que ne pas avoir peur de la mort, c'est-à-dire du suicide, est une façon de résister à la peur, à l'humiliation, à tout ce qu'on peut vous proposer comme corruption aussi. Inutile de te demander si tu es favorable à la peine de mort. Eh bien, je vais te surprendre. Je suis plutôt favorable à la peine de mort pour une raison très simple, c'est que la prison me paraît beaucoup plus effrayante que la mort. Si j'avais le choix pour moi-même, je préférerais qu'on me fiche une balle dans la tête que de m'enfermer à vie dans une prison. Tu crois en Dieu? Non, je crois dans le tout, dans le cosmos, dans quelque chose qui rayonne. Mais Dieu comme une personne qui surveillerait mes actes et qui se pencherait sur mon sort, alors là, ça me fait un peu sourire. Tu as dit de toi que tu étais un athée mystique, ça veut dire quoi, ça? C'est ça, c'est que je suis un peu panthéiste, que je crois que l'univers tout entier, quelque chose qui peut être considéré comme à la fois exaltant et terrifiant, c'est-à-dire que c'est à la fois le ciel et l'enfer, mais il n'y a pas que l'enfer, il y a le ciel et ça m'exalte. Tu crois au diable? Je commence à me poser la question parce qu'en vieillissant, je vois tellement se renouveler les mêmes horreurs que je me dis qu'il y a une fatalité dans l'homme et que ça pourrait s'appeler le diable. Mais enfin, c'est un mot de marionnette, hein, c'est du guignol. Tu ne regrettes pas d'avoir perdu tout ce temps à faire de la presse et de la télé et de ne pas avoir été écrivain? Ah si, ça je le regrette certainement. Mais je veux dire que là aussi, on a un destin et je pense que c'est un regret idiot parce que j'étais certainement fait pour faire ce métier et que je l'ai fait longtemps à regret en me disant mais tu perds ton temps. Puis maintenant je me dis après tout je continue très secrètement à faire mon métier d'écrivain, donc après tout l'équilibre est rétabli. À 25 ans, quand tu as publié La vie incertaine chez Gallimard avec un certain succès, tu t'es posé la question de t'isoler pour écrire? Ah mais tout à fait, mais je n'arrêtais pas de le faire, je l'ai fait toute ma vie, j'ai fui en permanence. C'est pour ça que ça m'arrangeait bien de claquer la porte ou d'être fichu à la porte, parce que c'était une occasion pour moi d'aller écrire. Mais il m'est arrivé de passer des mois tout seul dans la montagne pour écrire. Le résultat n'était peut-être pas toujours à la hauteur de l'effort que je faisais. La télé, ça bouffe l'âme? Tout à fait. Je crois que c'est vraiment un des métiers les plus dangereux qu'on puisse faire pour son intégrité, pour son équilibre, pour la sagesse qu'on peut rechercher pour soi-même. Ça te manque? Pas du tout. Pas du tout. Je crois vraiment que c'est une sorte de drogue et que savoir s'en passer est indispensable. Brûlot céleste, où finit l'aquilon, et t'accouche en un mot où meurt ce cheval, fourbu un temps, fourbu pourtant, fourbu de moi. Planète enviée, planète abhorrée, villages engloutis sous un flot impétueux, remous du désordre, à l'infini, infâme et pur, pour toi, bleuet. Mais la passion recule, et puis recule encore, et l'ombre du toujours plane sur ce préau, portique infernal, où surgira l'effroi, taureau maudit, dont fument les naseaux. Fleur embaumée d'un parfum oriental, rubex désagrégé, où fourmille la pluie, mais encore tombe l'orage, tombe, et tombera pourtant, car l'escalier furieux où Gilles Maccabée entre encore en enfer après ce paradis. Des rubans infernaux regardaient ce regard, mais l'échelle enflammée, céleste bille,
Céleste perle, céleste souriceau bruissant dans la ramure, fumée infecte et diablotin. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.